Bonjour à tous. Merci d'être venu pour assister. Donc, nous, aujourd'hui, on accueille Alexandre Moura-Bernard, qui est professeur au département des sciences du bois de la forêt. Donc, jeune professeur qui travaille sur la télédétection en forêt et puis qui va nous parler de ses travaux donc récents et puis à venir sur le sujet. Oui, merci beaucoup. Merci, Eric. C'est super de me joindre à vous aujourd'hui. J'aimerais peut-être les lumières en avant, si c'est possible. Je ne sais pas si... c'est sûr. Ah non, c'est là. Ah, c'est... Ouais, bon. Bon. Plein de... Bon, c'est un peu mieux. OK. Bon, ben allons-y comme ça. Salut, Martin. Ben oui, donc merci de m'accueillir. L'idée aujourd'hui, ben, c'est de vous donner un peu une idée de la façon dont on utilise la télédétection en foresterie. Donc, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on applique des outils, des méthodes qui existent, qui sont déjà développées. Donc, on ne développe pas des capteurs, on ne développe pas des senseurs, mais on les utilise finalement, puis on les applique pour répondre à des questions qui nous préoccupent, principalement à des questions liées à l'aménagement durable des forêts, parce que c'est une grosse préoccupation de nos jours. Comme vous le savez, une première fois dans l'étude, ça va checker ça. Excellent. Bon, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. OK. Donc, oui, j'ai intitulé la présentation Observer pour anticiper, parce qu'on apprend beaucoup en observant les forêts. Et de nos jours, c'est vraiment essentiel d'avoir une connaissance approfondie de l'état des forêts, surtout de la façon dont une forêt et le couvert forestier ont évolué dans le temps. Ça nous permet d'anticiper ce qui s'en vient dans les prochaines années. Évidemment, il y a de l'incertitude associée à tout ça, mais ça nous permet d'avoir une meilleure idée. Parce que les caractéristiques de la ressource forestière, sa disponibilité, c'est une information qui est utilisée pour la prise de décision à toutes les échelles de la chaîne de valeur. Là, je vous ai mis un schéma ici, pas besoin de le lire en détail. C'est juste que ces éléments-là, disponibilité de la ressource forestière, ces caractéristiques, ça influence autant la prise de décision en sylviculture qu'en aménagement forestier, comment on aménage nos forêts, mais aussi ça a des répercussions jusqu'à l'autre bout de la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le bois qu'on récolte? Comment les propriétés mécaniques du bois vont évoluer dans le temps, comment la croissance forestière va évoluer dans le temps, et pour avoir les rendements qu'on espère dans le futur. Et ben c'est ça, c'est plus crucial que jamais d'avoir des réponses un peu à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées, entre autres, bon, changement dans le climat, perturbations de plus en plus importantes. Donc, on se demande vraiment, est-ce que, ben, on n'en est pas rendu là, mais si on veut maintenir une sylviculture qui est viable, ben, il faut gérer toute cette incertitude-là, gérer ce risque-là. Puis, pour le faire, il faut avoir une information qui est la plus précise possible. Traditionnellement, les informations qu'on possède sur la forêt nous proviennent d'inventaires forestiers. Donc, entre autres, de placettes échantillons permanentes, comme une que vous voyez là. Donc, c'est des équipes qui se rendent en forêt, de placettes échantillons permanentes temporaires. Donc, des gens se rendent en forêt, prennent des mesures sur les arbres, de diamètre, de hauteur, composition en essence, des mesures écologiques. Et on en a réparti un peu partout au travers des forêts aménagées, qui nous donnent le portrait de ce qu'on retrouve comme volume, puis aussi grâce au réseau de placettes permanentes, donc des placettes qui sont remesurées aux 5 ans ou aux 10 ans, ben, on peut avoir une idée de l'évolution, de la croissance. Ça nous permet d'alimenter des modèles de croissance, déterminer la flexibilité forestière, donc le volume de bois qu'on peut récolter à chaque année, sans diminuer notre capital sur le. Par contre, bon, je vous l'ai dit, c'est remesuré seulement aux 5 ans ou 10 ans cette placette-là. Donc, c'est une résolution temporelle qui est assez limitée. Et ça prend du temps avant d'avoir un historique puis avant de pouvoir avoir une tendance. Plusieurs décennies pour le faire. La représentativité est aussi limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer un nombre de placettes infini sur le territoire. Ça nous pour que ce territoire-là soit accessible. C'est des placettes qui se trouvent seulement dans les forêts aménagées. En plus, ben, les méthodes d'échantillonnage, puis pour les placettes permanentes, l'endroit où elles ont été implantées, ça a été changé. Ça a été étendu d'années. Donc, on a essayé de distribuer ça représentativement dans les différents écosystèmes forestiers. Donc, on a essayé depuis, on se fait connaissance
Il y a peut-être des types de forêts qui sont gestionnées, des écosystèmes forestiers ou pas adaptables. On utilise aussi la dendrochronologie beaucoup. Donc, on des antennes d'accroissement. On pense à toi. Merci. On voit. J'ai pas dit le contraire. On va voir ça. Contrairement. Depuis la régénération, ça nous aide à mieux comprendre les relations entre le climat et la croissance. Donc, quels sont les facteurs climatiques, les températures, les précipitations, les événements climatiques extrêmes, comment tout ça influence la croissance. Ça nous permet d'alimenter des modèles de croissance et de comprendre un peu mieux la réaction des forêts, la réaction des arbres aux perturbations. C'est une science qui est incroyable, mais qui a aussi des limites, évidemment. C'est assez peu en temps, autant qu'en argent. Hein, on comprend qu'analyser, mesurer ces termes de croissance, mais ça prend une expertise, ça prend des équipements, ça prend du temps. Et évidemment, c'est en sorte qu'on ne peut pas avoir un échantillonnage dans l'eau chronologique très important dans tous les types de peuplement forestier. On a des bases de données incroyables qui nous permettent vraiment bien de mieux comprendre la réaction des forêts. Mais après ça, à l'échelle du territoire au complet, faire un bilan de quel est l'impact de tel événement climatique ou de telle perturbation, mais c'est difficile des fois de le faire avec ce genre de technologie. Donc, c'est ici que la télédétection vient en renfort parce qu'on peut combiner les outils de télédétection à nos méthodes d'inventaire traditionnelles pour justement être capable d'extrapoler puis d'obtenir une information à l'échelle du territoire au complet. Alors, je vais vous présenter un peu les deux grands volets de mon programme de recherche avec quelques exemples de projets qu'on a réalisés. Donc, premier volet de mon programme de recherche. Je suis en train de partager l'écran ici. Ah, OK. Merci pour dire si ça fonctionne. C'est bon? Oh, super. Donc, c'est ce premier volet de ce programme de recherche-là, c'est cartographie et inventaire écoforestier. Donc, ici, on est dans une vision un peu plus statique de la forêt. Alors, c'est quel est l'état de la forêt actuellement, quels sont les volumes de bois disponibles, etc. Je vais passer là-dessus assez rapidement parce que je vais vous donner des exemples bientôt. Donc, on parle de stratifier le territoire forestier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de regrouper en unités relativement homogènes. En foresterie, on utilise beaucoup la notion de peuplement. Donc, un peuplement forestier, c'est un groupe d'arbres qui partagent des attributs communs. Donc, une composition en espèces assez similaire, par exemple, qui ont un âge similaire, qui originent d'une perturbation similaire, qui ont une hauteur à peu près semblable. Donc, on va diviser tout le territoire forestier dans ces peuplements-là, puis à partir de cette subdivision-là, on va prendre des décisions sylvicoles, des décisions d'aménagement. On va aussi, dans cet axe de recherche-là, tenter de déterminer les attributs forestiers. Des attributs dendrométriques, c'est ce que je vous ai parlé, le volume de bois dans l'environnement, le diamètre moyen des arbres dans ce peuplement-là, la hauteur, etc. Ça, on le faisait grâce aux placettes d'inventaire, mais là, on le fait de plus en plus assisté par le lidar. Et éventuellement, même des mesures à l'échelle de l'arbre. Donc là, on passe encore une fois à l'utilisation du lidar, mais à plus fine échelle. Donc, lidar par drone, par exemple, ou même des lidars mobiles terrestres, ce genre de technologie-là qui nous donne une résolution assez fine pour vraiment étudier l'arbre individuellement et pas seulement les peuplements. Donc, cartographie écoforestière automatisée, c'est un projet sur lequel on travaille présentement, entre autres avec le gouvernement de l'Ontario. Traditionnellement, on prenait des photographies aériennes et puis on délimitait les peuplements à l'œil. C'est de la stéréoscopie, là, donc vraiment la photo-interprétation. On mesure vraiment une hauteur des peuplements comme ça grâce à ces imageries stéréoscopiques. Ça fonctionne, mais on ne voit qu'une partie de la réalité. Ça fonctionne bien pour la composition en espèces. On est capable de reconnaître là, assez facilement. Mais c'est plus difficile quand on veut vraiment étudier la structure forestière, hein, parce que ce qu'on voit du haut des arbres, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, depuis qu'on a une couverture intégrale du lidar aéroporté à la grandeur du Québec, ça a complètement changé nos façons de faire. En fait, c'est en train de complètement changer nos façons de faire. La photo-interprétation est encore omniprésente. Donc, on continue de découper les polygones à la main en regardant les photos aériennes, mais après ça, pour évaluer la hauteur de notre peuplement, on se sert du lidar.
pour évaluer la densité de la canopée, on se sert du bidon. Mais là, la prochaine étape, c'est peut-être de passer à quelque chose qui relève un peu moins de l'interprétation, puis plus d'algorithme de segmentation. Donc, l'idée, c'est d'avoir le même résultat partout. Ce qu'on se rend compte, c'est que des photos interprètes, ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup de temps à former, mais tu donnes le même secteur forestier à deux photos interprètes différents, puis on n'obtient pas le même résultat, on n'obtient pas la même segmentation. Donc, l'idée, c'est de voir, puis en plus, c'est de plus en plus rare, les photos interprètes, on a de la misère à en recruter, on a de la misère à transformer, on ne compte pas vraiment. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut utiliser d'autres technologies. Bon, le son, il perd le son quand tu t'éloignes. Ah, OK, bon, je vais rester ici. Alors, comment on fait ça? Diviser utiliser le données LIDAR finalement pour créer des peuplements. On n'a pas le choix de passer pour l'instant par la génération de couches matricielles, donc de raster. Alors là, je vous ai mis un exemple de 3 types de peuplements différents. En haut, un peuplement dominé par le pin gris. Au milieu, un peuplement d'épinettes noires, donc des peuplements sur des sites un peu moins productifs, des peuplements un peu moins denses. Puis en bas, un peuplement de feuillus, bouleau à papier, peuplier. Donc, on se fie vraiment sur la distribution verticale des points dans le nuage de points. On analyse le profil, finalement, de la forêt, puis on regarde comment se distribuent ces points-là dans le nuage de points. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de retours LIDAR qui sont générés au niveau du sol? Est-ce qu'on en a beaucoup dans la canopée? Et comment ils sont distribués là, tout au long du profil? Et on calcule différentes statistiques à partir de ça. Donc, par exemple, le 95e centile de la hauteur des retours, le pourcentage de retour au-dessus de 2 mètres. Donc, imaginez toutes les statistiques que vous pouvez imaginer, l'écart type de la hauteur des retours, toutes les statistiques que vous pouvez imaginer, on les calcule pour décrire un peu cette structure verticale-là et générer des couches matricielles. Par exemple, là, ici, je vous ai mis les deux que j'ai mentionnés. Pourcentage de retour au-dessus de 2 mètres, 95e centile de la hauteur de retour. C'est quand même des variables super importantes en foresterie. La première proportion des retours au-dessus de 2 mètres, ça nous renseigne sur l'ouverture de la canopée. Donc, on comprend qu'un peuplement qui est très, très, très fermé, le LIDAR va avoir plus de difficultés à pénétrer, donc on devrait avoir moins de retours qui se rendent au sol. Et inversé, dans le cas contraire, on va en avoir plus. Alors, à partir de ces couches matricielles-là, on utilise des algorithmes qui regardent ces différentes métriques-là. Il y a plusieurs de ces statistiques-là qu'on peut utiliser pour générer une segmentation plus automatisée. Donc là, on est en train de commencer à travailler à une première itération en utilisant là, une couche, un fichier matriciel qui a des cellules de 20 mètres par 20 mètres. Donc, pour l'écran de découpage est assez grand. Là, on raffine finalement la résolution des couches matricielles qu'on utilise et on regarde pour intégrer non seulement des variables issues du LIDAR, mais aussi des variables spectrales. Hein, donc, qui nous permettraient peut-être d'un peu mieux cerner les différences de composition dans les peuplements, entre autres avec l'imagerie satellitaire Sentinelle qu'on utilise avec les feuilles et aussi sans les feuilles, ce qui nous permet vraiment de mieux repérer la composante résineuse, là, donc les conifères dans les peuplements. Et ça, c'est un algorithme, comme je disais, on travaille avec le gouvernement de l'Ontario, mais aussi le gouvernement du Québec. Donc, on travaille toujours à développer des algorithmes qui sont en libre accès. Alors, l'idée, c'est que ce soit des outils qu'un aménagiste, après ça, puisse, au gouvernement ou dans une compagnie forestière, puisse utiliser, appliquer lui-même, puisse comprendre comment ça fonctionne, puis générer une segmentation en fonction des attributs qui l'intéressent le plus. Est-ce qu'on veut des peuplements qui sont le plus homogènes possible en termes de volume ou on veut des peuplements qui sont le plus homogènes possible en termes d'espèces? Donc, c'est le genre de choses avec lesquelles on travaille. Cartographie, vraiment détermination des attributs forestiers, donc hauteur, densité, surface terrière, qui est la surface des troncs des arbres là, à 1,30 m, comme si on coupait tous les arbres dans le peuplement, qu'on mesurait le disque de bois. C'est relié beaucoup au volume de bois qu'on retrouve. Là. Donc, ça, on le mesure évidemment dans des placettes, mais ce qu'on fait par la suite, on utilise les données LIDAR pour extraire simplement le nuage de points qui correspond à l'emplacement de nos placettes. Et là, de la même façon que je vous ai présenté à la diapositive précédente, on calcule nos statistiques. Puis, on fait tout simplement des modèles. Souvent, c'est des modèles linéaires très simples. Des fois, c'est des algorithmes plus complexes, des fois des random forest, etc., etc. Mais on arrive à produire en format matriciel des attributs forestiers. Donc là, vous en avez la hauteur moyenne, la surface terrière, le diamètre moyen quadratique, la biomasse même, ce qui est beaucoup utilisé pour
la mesure justement du carbone, hein, présentement. C'est très dans l'air du temps, là. Donc, l'accumulation de carbone dans le temps, est-ce que les forêts en émettent, est-ce que les forêts en séquestrent? Alors, c'est ce qui nous permet d'avoir ces réponses-là. Évidemment, ici, on est dans un format matriciel et les forestières adorent les polygones. Donc, c'est pour ça que je refais le lien avec cette diapositive-là. C'est pour ça qu'on tend vraiment de plus en plus à offrir un format polygonal qui est mieux adopté par les utilisateurs présents. Ça, ben, ça se fait déjà depuis plusieurs années, hein. Ce n'est pas nouveau, mais on continue de raffiner l'approche. Et ben, là, on descend à une échelle plus fine, entre autres avec des données LIDAR par drone. Donc là, c'est une résolution, un nuage de points qui a une résolution, une densité qui est beaucoup plus importante. Et ça nous permet non pas seulement d'évaluer des attributs à l'échelle d'une cellule de 20 mètres ou à l'échelle du peuplement, mais presque à l'échelle de l'arbre individuel, en fait, à l'échelle de l'arbre individuel. Ici, il y a un modèle de hauteur de canopée qu'on appelle, qui a été développé à partir justement des données LIDAR par drone. Donc, on est vraiment capable de voir chacun des arbres individuellement. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on identifie, par exemple, la cime de chacun des arbres pour tenter d'estimer plus précisément la densité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de déterminer, de délimiter le houppier. Alors, donc, l'appareil photosynthétique de l'arbre, en ayant la hauteur de l'arbre, en ayant à peu près des mesures de son houppier, on essaie d'estimer c'est quoi sa capacité photosynthétique et surtout c'est quoi sa compétition. Est-ce qu'il y a beaucoup de voisins qui sont autour? Et ça nous permettrait, par exemple, de mieux faire de prescriptions d'éclaircies. Des éclaircies, hein, des traitements sylvicoles, où on va juste aller récolter un arbre sur 3, par exemple, pour laisser de l'espace aux autres pour pousser. Donc, ce genre de méthode-là nous aide à identifier la quantité d'arbres qu'on devrait prélever. Puis même dans une optique de sylviculture super, super fine, pourrait nous aider à identifier quels arbres on doit laisser en place puis quels arbres on doit récolter. On cherche aussi à lier les caractéristiques du nuage de points à la vigueur et la qualité des arbres, surtout en forêt feuillue. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Les défauts des arbres réduisent beaucoup leur valeur et puis ils peuvent réduire leur vigueur, évidemment, donc provoquer éventuellement de la mortalité. Et le plus souvent, d'un défaut comme celui que vous voyez à l'écran, ça va transparaître dans le haut-pied de l'arbre. Il va avoir un peu moins de feuillage, le feuillage va être moins dense, ou il va avoir une décoloration. Donc, on se sert de la combinaison des informations du nuage de points LIDAR parce que des fois, les défauts puis la vigueur d'un peuplement est liée aussi à sa structure ou à sa position topographique, par exemple, au genre de milieu qu'il occupe. Puis, on combine souvent avec ça de la donnée spectrale, donc des indices de végétation qu'on calcule soit à partir d'imagerie satellitaire ou d'imagerie aérienne, même dans une certaine mesure. Et l'idée, ça serait d'être capable de prédire la qualité un peu et la vigueur en forêt. Il y a même un collègue, en tout cas ça, c'est pas dans mon groupe de recherche, mais un collègue dans une autre université qui travaille à vraiment utiliser photogrammétrie par drone, un peu comme ce que William fait, mais en tournant autour d'arbres individuels pour tenter de vraiment évaluer cette densité-là du houppier, densité du feuillage, puis voir si c'est effectivement, on est capable de relier ça à la croissance de l'arbre. Donc là, on est vraiment rendu à une échelle super fine. Ça, ce n'est pas encore vraiment des technologies, des méthodes applicables, mais on est dans la recherche. Alors, ça résume quelques-uns des projets qu'on fait dans le premier volet, qui est une description, un portrait plus statique. On travaille aussi du côté dynamique, dans un volet que j'appellerais plus la croissance et le rendement des forêts. Alors là, ici, on s'intéresse beaucoup plus à l'évolution des écosystèmes forestiers dans le temps. Par exemple, les trajectoires de croissance, trajectoires de succession après une perturbation totale. Donc, s'il y a un feu, comment la forêt va recoloniser le peuplement. Ce qui nous permet d'évaluer l'évolution des superficies forestières productives. Techniquement, avec les niveaux de récolte qu'on a, on devrait maintenir dans le temps la superficie de forêt productive. Mais là, il y a des stress climatiques, il y a des perturbations, on n'a pas nécessairement le portrait global de ça. Donc, comment on peut vraiment s'assurer qu'après récolte, après perturbation, la forêt revient dans le même état ou mieux qu'elle était auparavant, idéalement. Ensuite, réaction de croissance aux perturbations. Je vais vous donner un exemple de ça à la fin de la présentation. Et tous les liens qui peuvent exister entre la structure du peuplement puis la croissance des arbres. Donc, comment la densité du peuplement, la compétition à l'intérieur du peuplement peut influencer le développement, le passage d'un stade de développement à l'autre. Quelques exemples un peu plus concrets.
on travaille beaucoup ces temps-ci sur les trajectoires de croissance, la succession après perturbation. Et ça, ben, on le fait essentiellement à partir d'imagerie satellitaire. On le fait beaucoup à partir d'imagerie Landsat parce que ça nous permet de reculer loin dans le temps. Puis c'est ça, avec la forêt, ça ne pousse pas si vite que ça. Donc, on utilise beaucoup, de plus en plus, bon, de l'imagerie de Sentinelle aussi. Mais là, on peut seulement remonter autour de 2016. Alors qu'avec Landsat, ben, facilement, on peut remonter en 84, même en 72, si on est plus déterminé à ajuster les propriétés. Donc, ça, c'était un projet que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat. Ce qu'on a fait, bien, premièrement, c'est sélectionner des placettes échantillons. Donc, on part toujours quand même de la réalité terrain. La réalité, il y a des erreurs aussi dans les placettes terrain, mais c'est quand même une source de données qui est assez fiable. Donc, on a sélectionné des placettes échantillons permanentes, donc qui ont été mesurées toutes les 5 à 7 ans sur une période assez longue. Alors, on en a sélectionné 180, principalement, en fait, composé d'essences résineuses de conifères. Donc, dans ce cas-là, c'était de l'épinette noire, du sapin, de l'épinette blanche, du pin gris aussi. Et l'objectif était de développer un modèle en utilisant ces données-là comme données de calibration, mais qui nous permettrait de prédire la croissance, la vitesse de croissance forestière, exclusivement à partir de séries temporelles Landsat. Donc, dans une première, en fait, je vous ai mis les 5 étapes là, mais je vais les illustrer un peu plus ici, là. Bon, en gros, on utilise les données de placette permanente pour calculer entre 2 intervalles de combien de surface terrière, ça peut être de hauteur ou de volume, les arbres ont cru. Et là, on parle de croissance nette. Donc, c'est la croissance des arbres qui ont survécu, moins la mortalité. Donc, tout le volume de bois qu'on a perdu dans les arbres qui sont morts, on l'a déduit de cette croissance-là. Donc, ça, c'est ce qu'on tente de prédire, hein, c'est notre référence. Puis, pour ce faire, ben, on utilise des séries temporelles d'imagerie satellitaire Landsat. On calcule toutes sortes d'indices de végétation, que ce soit bon, le NBR, le NDVI, on s'en sert pas trop. Sinon, même les indices dérivés du Tassel Cap, là, de la transformation. Tassel Cap, il y a comme une analyse de composants principal là, des 6 bandes de Landsat. Et ben, on fait de la modélisation. Souvent, c'est des modèles linéaires à effet mixte, là. Et ce qu'on regarde, c'est l'évolution des valeurs de nos indices de végétation entre 2 mesurages en forêt. Donc, on a une placette qui a été mesurée en 2000, une autre fois en 2010, puis on regarde entre ce temps-là comment a évolué tel ou tel indice de végétation, quelle était sa valeur initiale, etc. Et étonnamment, ça fonctionne quand même bien. Bon, il y a quand même une bonne erreur qui est associée à ça, mais seulement à partir des données Landsat, ça fonctionne quand même bien. Quand on ajoute des variables topographiques, des variables climatiques, bien là, ça marche encore mieux, évidemment. Et bien là, ça permet d'avoir un portrait global sur notre unité d'aménagement. Ça, c'est une unité d'aménagement forestier en Ontario. Puis ça nous donne un aperçu de, dans cette unité d'aménagement-là, bien, où sont les endroits où ça pousse vite, où sont les endroits, où sont les peuplements qui stagnent un peu plus. Est-ce qu'on a même des endroits où la mortalité a dépassé la croissance des arbres qui étaient sur place? Et de sortir un peu de statistiques. Donc, ça fait un peu un tableau de bord pour l'aménagiste forestier. Puis, il peut finalement valider ça avec les connaissances, les données d'inventaire qu'il possède déjà sur son territoire pour, par exemple, cibler s'il y a un secteur qu'on pensait qui était prêt à récolter, mais que finalement, on voit qu'il est encore en pleine croissance, qu'il est encore en développement, qu'il n'y a pas beaucoup de mortalité. On va peut-être attendre, on va le laisser pousser encore un peu. Puis à l'opposé, si on a un peuplement qui stagne, un peuplement qui a subi une chute de croissance, peut-être qu'on peut même aller faire une éclaircie, comme je vous parlais tantôt. Donc, enlever quelques arbres pour donner plus d'espace aux arbres résiduels. Donc là, on avait des prédictions, mais on voulait voir un peu comment le modèle se comportait sur l'ensemble de la forêt, puis en fonction de la structure. Alors, ce qu'on a fait, c'est une analyse de regroupement, là, un clustering, si on veut, mais en se basant sur les données LIDAR. Donc, sur les mêmes statistiques que je vous ai présentées tantôt, l'ouverture de la canopée, la hauteur, 95e centile de la hauteur, etc. Et on a créé, c'est assez, on aurait pu créer peut-être une cinquantaine, une centaine de types forestiers différents. Là, on s'est limité à 8 pour le besoin de la démonstration. Mais donc, on a regroupé des superficies qui étaient semblables, qui correspondent à ces couleurs-là. Et on a regardé ensuite, pour chacun de ces types de peuplements-là, comment le modèle se comportait. Là, c'est assez petit, là, donc je vais le grossir avec 3 types de peuplements un peu plus contrastants. Au sommet, c'est des peuplements d'épinette noire. Donc, l'épinette noire, là, ça colonise des sites assez humides,
C'est une essence qui est tough, si vous me permettez le terme, mais qui n'est pas nécessairement très rapide à pousser dans le temps. Et ça, c'est un site assez improductif. Donc, c'est des vieilles forêts, mais qui n'ont jamais vraiment atteint une densité super, super importante. Et ben, c'est ça. Notre modèle nous a prédit une croissance qui était constante, mais assez faible tout au long de notre intervalle d'études, qui était de 84 à aujourd'hui, à 2021. Deuxième peuplement, ben, c'est un peuplement aussi composé par l'épinette noire, mais aussi avec l'épinette blanche du sapin baumier. Un peuplement, là, je pense que c'est assez petit, là, mais sur l'espèce de diagramme que vous avez à gauche de la section transversale du nuage de points, c'est les attributs de structure de ces peuplements-là. Donc, lui, on voit que c'est un peuplement qui a une densité assez élevée. Je ne sais pas si vous voyez mon... Non, vous ne voyez pas mon curseur. Hein? Donc, qui a une densité assez élevée, une fermeture de la canopée assez élevée, mais faible diamètre et faible complexité du couvert de la canopée. Là. Donc, ce n'est pas une vieille forêt, c'est une forêt en croissance. Et en bas complètement, c'est un peuplement de pin gris qui a originé peut-être 10 ans, 15 ans, en fait, qui a été planté 15 ans avant le début de notre période d'études. Et bien là, on voyait que la croissance prédite était beaucoup plus élevée au départ, puis qu'elle a ralenti assez fortement par la suite quand le peuplement a atteint la fermeture du couvert. Et puis là, il a commencé à avoir une compétition entre les arbres, probablement même un peu de mortalité. Donc, la croissance diminue. Alors ça, c'est en l'absence de perturbation. Oui. Les données structure là, oui. De quelle année? Parce que tu as là de parler d'intervalle. Oui, c'est ça. En fait, le LIDAR, c'est 2018, puis en fait, ça, on l'a arrêté en 2018 aussi. On l'a calculé 2021, puis on a bâti le modèle avec des placettes jusqu'en 2021. Mais pour l'analyse sur la structure, on l'a arrêté à l'année du LIDAR. Oui, donc ça, c'était des peuplements qu'on a sélectionnés qui n'avaient pas subi de perturbation. Parfois, tous ces temps-ci, il y a beaucoup de perturbations forestières. Donc, ce qu'on se demande, c'est après un feu, par exemple, de cette ampleur-là, comment les forêts se régénèrent, comment les forêts récupèrent. Ce qu'on fait dans ce temps-là, on utilise beaucoup encore l'imagerie satellitaire parce que ça nous offre l'aspect temporel. Le LIDAR nous donne la structure 3D, le satellite, le temporel. Et on essaie d'identifier des trajectoires types de succession. Donc, là, ici, c'est un exemple avec un indice de végétation, mais on le fait avec plusieurs. On essaie de regrouper. On prend, par exemple, un feu de 500 hectares, et puis là, on regarde sur des pixels, mettons, de 30 mètres, si c'est Landsat, comment l'indice de végétation a évolué dans le temps, puis est-ce qu'on est capable de regrouper des superficies de cette forêt-là, en fait, de ce feu-là, qui ont le même comportement, la même trajectoire spectrale dans le temps. Puis l'idée, ça serait aussi, à la fin de tout ça, de relier ça à la structure actuelle du peuplement. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser cette trajectoire spectrale-là pour prédire la structure que va avoir notre peuplement dans le futur ou la structure actuelle au moins du peuplement? C'est aussi, c'est ça, nous donner des trajectoires de référence, par exemple, pour le calcul des crédits carbone. On est beaucoup là-dedans ces temps-ci. Quand on veut demander des crédits carbone pour un projet quelconque, on doit démontrer que les arbres qu'on plante vont séquestrer plus de carbone que si on avait laissé la forêt aller naturellement. Mais si on avait laissé la forêt aller naturellement, on n'a pas vraiment de connaissance ou de référence sur qu'est-ce qui se serait passé. Alors là, c'est ça qu'on travaille, autant sur des friches agricoles abandonnées qu'en forêt, pour voir est-ce qu'on est capable d'identifier des facteurs, que ce soit des facteurs liés à la topographie ou liés à la proximité d'essence aux alentours, aux caractéristiques du sol, qui nous permettraient de prédire et d'identifier, normalement, tel type de peuplement, tel type de forêt, dans tel milieu, dans telle région du Québec, devrait se développer de telle façon après récolte. Donc, ça, c'est un site qui est susceptible d'être peu productif et d'avoir des problèmes de régénération. Donc là, si vous plantez des arbres, vous avez un gain par rapport au scénario de référence. Donc, on travaille entre autres avec le ministère de l'Environnement là-dessus. Oui, monsieur. Oui, parlons de perturbation. Les feux de forêt de déficit. Oui. Est-ce que, par rapport à vos recherches, c'est juste c'est quelque chose de bien banal, duré, ça ne remet pas en cause votre approche? Si ça arrive seulement une année et que ça prend 15 ans avant qu'on ait une autre année comme ça, c'est correct. Mais déjà, le gouvernement a dû ajuster la possibilité forestière dans ces secteurs-là parce qu'il y a il y a l'équivalent de ce qu'on récolte. C'est l'équivalent de ce qu'on récolte en 8 ans sur l'ensemble du territoire québécois qui a brûlé en un été. Donc, c'est sûr que là,
le forestier en chef, qui est un peu l'organisme qui évalue la quantité de bois qu'on peut récolter, là, sont en train de faire plein de calculs pour essayer d'estimer vraiment quelles sont les pertes causées par ça, à quel point ces forêts-là vont se régénérer, etc., etc. Donc, je vous dirais que ça a allumé beaucoup leur intérêt pour ce genre de travaux-là parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. D'habitude, on se dit tout va repousser, ça va revenir pareil, il n'y aura pas de problème, mais là, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Puis si on prend pour acquis que c'est le cas, ben, à un moment donné, on va manquer de bois, on va commencer à faire de la déforestation, c'est-à-dire que on va faire un changement d'affectation des terres. Ce qu'on va récolter ne redeviendra pas de la forêt, ou en tout cas, on va avoir des pertes de superficie. Fait que Donc, je comprends qu'une fois, là c'est correct, Ouais. on ne change pas de modèle, mais donc, répéter, on n'a plus, la référence n'est plus la bonne pour elle. Oui, ben, l'aider. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Si ça arrive peu souvent, c'est correct, mais sinon, va falloir repenser un peu notre façon d'aménager les forêts. Puis, bon, les perturbations ne sont pas toutes des perturbations totales. Il y a aussi des perturbations plus partielles, hein, des épidémies d'insectes qui ne vont juste toucher quelques arbres, des stress climatiques comme la sécheresse font en sorte qu'un arbre peut mourir ou peut avoir une chute de croissance. Donc, on tente aussi de détecter ça, ce qui est beaucoup moins facile que dans le cas de perturbations totales comme un feu. Et bien, ça, c'est aussi dans le cadre de mon doctorat. C'est un des mêmes sites d'études que je vous ai présenté tout à l'heure, puis un autre site d'études qui est au Lac-Saint-Jean, au Québec. Et ce qu'on a fait là, bien, on a tenté même d'aller plus loin, puis de relier les données de cernes de croissance, donc les mesures vraiment de carottes là, de cernes de croissance qu'on a collectées en forêt, à des séries temporelles d'imagerie satellitaire. C'était une première approche, on l'a fait de façon très simple, mais ça a montré qu'il y avait quand même le potentiel de faire quelque chose. Donc, rapidement, ces deux sites d'études-là là, qui sont indiqués ici, ils ont subi quand même une quantité importante d'épisodes de sécheresse dans les dernières années, là, ce qui est dans les bandes ombragées. C'est les années les plus sèches des 70 dernières années. Et on voit que la plupart se sont produites, bien, il y en a beaucoup qui se sont produites autour des années 2000 à 2010. Et en même temps que ça, il y avait une épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette qui démarrait. Donc, tordeuses des bourgeons de l'épinette, hein, un petit insecte qui mange surtout les aiguilles de sapin, en fait, mais aussi les aiguilles d'épinette noire et d'épinette blanche. Et ça, c'est le nombre d'années cumulatives de défoliation de l'épidémie actuelle. Donc, ça a commencé autour de 2006 au Québec, plutôt 2015 en Ontario. Mais là, ce qu'on se demandait, c'est, bon, ces deux perturbations qui ont probablement un effet semblable sur l'appareil photosynthétique des arbres. Donc, probablement une réduction de la quantité, hein, de la dimension des houppiers, puis une réduction de la capacité à faire de la photosynthèse et donc de la capacité à produire du bois. Et ce qu'on a fait, on a visité 52 peuplements. On est allé vraiment avec un cas très spécifique pour commencer parce que ça ne s'était jamais vraiment fait à cette échelle-là. On a visité des peuplements d'épinettes noires, à peu près 75 et 110 ans, qui originaient d'un feu. Donc, c'est des peuplements qu'on appelle de structure équienne. Donc, tous les arbres ont à peu près le même âge, puis ont poussé à la suite d'une perturbation totale. Et dans chaque placette qu'on mesurait, donc chaque site expérimental, bien, on prélevait 30 carottes, donc 30 bâtonnets d'accroissement dans les arbres qui étaient là. Pour vous donner une idée, on avait à peu près une centaine d'arbres dans une superficie de 400 mètres carrés, puis on en carottait à peu près 1 sur 3 là-dedans. Et ce que ça nous a permis de voir, bien, c'est de confirmer qu'effectivement, il y a eu un déclin de croissance attribuable à ces deux perturbations-là. Là, le but du projet n'était pas de déterminer quelle part est attribuable à la sécheresse, quelle part est attribuable à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, une question sur laquelle plusieurs écologistes se penchent présentement. Mais ce qu'on voulait voir, c'est, bon, est-ce qu'il y a effectivement une chute de croissance, puis est-ce qu'on est capable de la voir depuis l'espace? Alors, on est allé très simplement, on a divisé les derniers 20 ans en deux périodes de 10 ans. Une période de 2000 à 2010 où la croissance était assez stable dans nos deux sites. Hein. Chacune des lignes correspond à un des sites là, pour l'Ontario puis pour le Québec. Et de 2000 à 2010, la croissance était assez stable, mais à partir de 2010-2011, il y a eu vraiment une chute drastique. Donc, ce qu'on a fait, on a simplement comparé ces deux périodes de 10 ans-là, qui sont à peu près les périodes de cycle d'inventaire forestier au Québec qu'on fait à chaque 10 ans, quoique ça va être un peu plus long à l'avenir. Et là-dedans, bien, on a certaines placettes, donc certains peuplements qu'on a visités, dans lesquels il n'y avait à peu près pas de chute de croissance, hein, un 5 % de différence entre les deux périodes, puis d'autres dans lesquels la croissance a diminué de moitié. Puis ça, bien, on se demande qu'est-ce qui va arriver avec ces peuplements-là à long terme, est-ce qu'ils sont capables de récupérer?
Donc, c'est quand même pertinent d'être en mesure de les repérer sur le territoire. Et bien là, c'est très semblable à ce qu'on a fait avec nos placettes permanentes, hein, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on a calculé à partir de nos fermes de croissance les chutes de croissance que je vous ai montrées. Puis, on a utilisé des variables tirées des séries temporelles Landsat, mais aussi des variables topographiques issues du LIDAR. Donc, le Topographic Wetness Index, par exemple, tous des indices qui décrivent la position topographique, parce qu'on se dit surtout, ben, autant pour la sécheresse que pour la tordeuse des bourgeons de l'épinette, ça a été démontré que les deux perturbations suivent des gradients qui sont liés à l'altitude, entre autres, puis à l'humidité du site, évidemment, là, puis au type de dépôt qu'on a. Donc, on a utilisé ça pour faire, premièrement, un modèle de régression logistique. Alors, ça, c'est un oui ou non. Est-ce qu'il y a un risque que cet endroit-là ait subi une chute de croissance abrupte entre les deux périodes? Et bon, c'est ça, les données plus de description du modèle ici, là, avec les variables qu'on a gardées. Donc, la pente d'un indice de végétation pendant ces deux périodes-là, l'altitude et l'indice d'humidité topographique qui était significatif aussi. Et c'est ça, ça nous a donné une précision qui est autour de 80% en utilisant notre jeu de données initial. C'est un jeu de données qui est assez limité parce qu'il fallait visiter les 52 placettes en forêt et prendre les fermes de croissance. Mais malgré tout, ça nous a donné une précision qui était intéressante. Puis on peut un peu mieux comprendre l'influence de chacune des variables qu'on a rentrées dans le modèle. Puis surtout, essayer de le cartographier à l'échelle des deux sites. Donc là, on a retenu seulement les peuplements qui sont similaires. Donc des peuplements d'épinette noire et couillin d'un certain âge. Pour ça, on a utilisé les inventaires forestiers améliorés des deux provinces. Donc, c'est des inventaires basés sur les données LIDAR qui estiment la hauteur, qui estiment le volume de bois, etc. Donc, on a regardé ces attributs-là pour nos placettes, puis on a sélectionné les superficies dans toute l'unité d'aménagement qui étaient similaires à plus ou moins 5% de ce qu'on avait dans nos placettes. Puis, on a appliqué le modèle pour voir, c'est ça, c'est où les endroits où il y a une plus forte probabilité qu'il y ait eu un problème, qu'il y ait eu une chute de croissance. Fait que ce genre de modèle-là pourrait nous aider justement peut-être à envoyer des équipes de techniciens en forêt valider est-ce que c'est bien ce qui se passe ou juste voir évaluer la vigueur des houppiers, puis voir est-ce que ces arbres-là ont assez encore d'appareils photosynthétiques pour réagir, pour repartir, ou on devrait dire, bon, on va peut-être aller récolter parce que sinon, on risque de perdre le capital forestier, il risque d'avoir de la mortalité, etc., etc. Puis, je termine avec ça. Dans un deuxième temps, on a utilisé les mêmes données, mais non pas pour prédire la probabilité qu'il y ait une chute de croissance, mais pour mesurer cette chute de croissance-là en millimètres carrés par année. Donc, vraiment en production de bois. Quelle est, à l'échelle d'un pixel de notre prédiction, on prévoit que chaque arbre a perdu quelle croissance en surface terrière. Donc, combien de millimètres carrés de moins qui poussent par année par rapport à ce qui poussait dans notre période de référence 2000-2010. Puis là, c'est juste une figure de plus, là, mais c'est ça. Donc, ça nous donne vraiment une variable quantifiée qui est assez précise, qui est assez informative pour nous dire où sont les peuplements vraiment qui ont subi la plus forte chute et, comme je vous l'ai dit, peut-être ajuster ce qu'on prévoit obtenir, ce qu'on prévoit récolter comme volume quand ces peuplements-là vont être prêts à récolter. Ça nous permet aussi, juste de regarder un peu comment ça se comporte à l'échelle du territoire. C'est quoi la chute moyenne, la diminution de l'accroissement en surface terrière annuelle médian, mettons, puis aussi de voir les endroits qui ont été le plus fortement affectés, de combien ça a réduit, puis les endroits qui ont été le plus faiblement affectés, de combien ça a réduit. Donc, c'est ça. Ça, c'est des exemples de la partie plutôt dynamique, donc d'évolution dans le temps de la ressource forestière sur lesquels on travaille. Il y a plein d'autres projets, mais là, je me suis concentré sur les plus récents. Et je vous remercie pour votre attention. Puis, je vais être très content de répondre à vos questions. Bon, merci pour la présentation. C'était riche, dense. Oui, j'en avais peut-être prévu un peu trop pour. Non, mais c'est très bien, on est dans les temps toujours. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, en ligne? Vous pouvez aussi poser vos questions dans le fil de discussion. Non, c'est vraiment technique. Là, au Québec, après la tornade, là, il y a des endroits loin, qui commencent à venir dans le festival, parce que par exemple, Grâce aux étages, ou que les arbres même repartaient après.
Ben non, parce que en fait, le gros de l'épidémie est en ce moment dans les secteurs où on était beaucoup, là. Donc, il n'y avait pas encore. Puis en fait, on l'a vu dans les centres de croissance, il n'y avait pas encore, ça n'avait pas commencé à remonter. Mais on voyait, attends, je peux montrer. Ça serait intéressant de le regarder. Ici, là, on voit au lac Canada, la dernière épidémie. Donc, là, voir le gain de croissance aussi après, là. Ouais. Mais là, je suis dans les années 70-80, donc on n'a pas de Landsat. Mais oui, mais on va vraiment le faire dans les prochaines années. C'est intéressant. Oui, Sonia. Oui. Les travaux récents qui se font sur ces placettes-là, pour que les inventaires sur le site. Je sais que c'est donné. La donnée qui est gérée au ministère, comme moyen de réinjecter, en fond, toute la richesse d'informations que vous ramassez dans votre travail de recherche là, au niveau du système géré par le ministère. Oui, ben là, parles-tu pour, mettons, alimenter nos modèles, entre autres? Ben, en fait, pour que cette donnée-là, cette information-là devienne disponible à tout le monde qui s'intéresse, par exemple, par le thème secteur ou les données. Oui, oui. La recherche ou plancher entre ces deux. Pas encore au Québec, mais là, c'est sûr que présentement, là, je viens d'arriver, puis là, je suis en train de développer un peu une collaboration avec la Direction des inventaires forestiers. Puis eux sont très ouverts là, à toujours offrir des nouveaux produits, des nouvelles informations comme ça. En Ontario, ça se fait un peu plus. Puis le Service canadien des forêts aussi travaille là-dessus. C'est-à-dire que là, le Service canadien des forêts vient tout juste de produire un nouvel inventaire polygonal basé sur l'ANSAT. Donc, eux autres, c'est même pas sur des placettes ou de la photo-interprétation, c'est basé seulement sur du satellitaire. Puis là-dedans, il inclut de l'évolution dans le temps, par exemple, des superficies qui ont été perturbées. Mais là, tu cliques sur le polygone, puis là, tu peux voir, mettons, ce peuplement-là a regagné 80% de son NPR, donc de l'indice de végétation, en 10 ans. Donc, ça existe pour ça. Puis là, ben, l'idée, c'est d'être capable de faire surtout quelque chose qui est assez généralisable à tous les types de peuplements. C'est peut-être le défi qu'on a pour l'instant. C'est une preuve de concept qu'on a fait en se concentrant, par exemple, sur des peuplements exclusivement résineux avec pas beaucoup de feuillus. Dès qu'on arrive dans la forêt mixte ou dans la forêt feuillue, il faut refaire le travail un peu, là. On n'est pas encore là, mais ouais, ouais. William, je vois que c'était en premier. Ah, ouais. Allez-y. Ah, merci pour la présentation. J'ai vraiment du temps. Ah oui, Il faut bien comprendre plus de l'échelle, surtout de la donnée qui est. ouais. On parlait tout à l'heure de travail. Ouais. Juste pour comprendre les contextes. Les drones, c'est pour des placettes. Ouais. Ou l'échelle d'un peuplement, mettons, là. Ouais. Ouais, ben, c'est ça, c'est ça. Ben, mettons, ça dépend un peu ce qu'on cherche à avoir comme information. Tu sais, mettons qu'on travaille à l'échelle de la sylviculture. L'échelle de la sylviculture, c'est le peuplement. Puis là, c'est de savoir quel arbre pousse vite, quel arbre pousse pas vite, lequel on coupe, lequel on garde. C'est ça, c'est plus facile avec le drone. Parce que là, on est capable d'identifier les pieds individuels et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est rare qu'on va utiliser et du lidar par drone et du lidar aéroporté, les deux en même temps, là, les deux ensemble. Ouais, le peuplement. Ouais. Pour identifier les arbres. Oui, c'est ça. Ouais, ben, ouais, ça serait intéressant. Puis, bon, on n'est pas, au Québec, on n'est pas tout à fait dans ce niveau de précision-là, là. C'est-à-dire que, surtout dans la forêt résineuse, ça va être, ben, on va prélever 30% des arbres, mettons. Mais là, c'est difficile de choisir chacun des arbres, alors qu'en forêt feuillue, ben là, les arbres ont plus de valeur, puis il y a moins d'arbres à l'hectare, mettons.
Donc là, on a vraiment des systèmes pour évaluer chacun des arbres. Puis là, lui, on le garde, lui, on le coupe, lui, on le garde. Mais c'est là ma question, c'est les drones remplacent les études de terrain. J'ai des arbres ou c'est juste un support? Ça va être un support de plus, ouais, pour l'instant. Pour l'instant, non, mais il y a des gens, c'est même pas dans notre département, mais robotique, là, qui sont en train de monter des lidars et des caméras sur des abatteuses qui pourraient peut-être servir un peu à remplacer quelqu'un qui passe avant l'abatteuse pour identifier les arbres. Mais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a qui a posé une question. On peut dire que les entraîneurs étaient avec les. Donc, j'imagine que l'idée, c'est. Oui, oui, oui. Et juste pour faire les questions maximum de deux technologies peuvent. Et puis l'autre, c'est une question qui est. C'est quoi le facteur changement climatique? Parce que là, on savait ce qui s'est passé avant, ça change. Ouais, ouais. Ben là, la première, je ne suis pas sûr de comprendre l'utilisation optimale. Quand tu veux combiner le terrain, j'imagine que le terrain ne va pas l'échantillonnage. Ouais, ouais. Ben, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui croient qu'ultimement, on n'aura plus besoin d'aller en forêt. On n'est pas encore rendu là, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Toutes nos estimations de rendement des forêts, surtout en volume de bois, ben, ça provient, on prend seulement une mesure de diamètre sur l'arbre, puis après ça, on utilise des équations allométriques, donc reliées à l'essence, au site, pour prédire le volume de l'arbre. Mais bon, vous savez tous qu'il existe des lidars mobiles maintenant, lidars terrestres, puis on peut, en fait, pas avoir seulement le diamètre, mais on peut avoir la forme du cône de la tige au complet, là. Donc, refaire toutes nos équations de relation diamètre-volume à partir de ce genre de données-là, ça serait quelque chose qui aurait un potentiel incroyable, puis d'augmenter beaucoup la précision de ce qu'on estime là, avoir comme volume. Mais c'est ça, en fait, à peu près ben pas tous les attributs, mais il y a beaucoup d'attributs qu'on mesure en forêt puis qu'on est capable probablement de lier à une mesure quelconque là, provenant du lidar, là, par exemple. On utilise pour l'instant des statistiques qui décrivent le nuage de points, là, mais avec l'intelligence artificielle et autres, il y a moyen probablement d'aller plus finement que ça, puis plus loin, de prédire des caractéristiques qui sont, je ne sais pas comment le dire, là, mais qui sont beaucoup plus complexes et raffinées que même ce qu'un observateur en forêt a le temps d'évaluer en faisant sa placette et son inventaire. Donc, vraiment plus des qualités écologiques des peuplements, puis même la régénération en sous-couvert, etc. là. Donc, c'est sur plein de choses à essayer. C'est un peu vague comme réponse. Là. Je pense qu'on n'est vraiment pas au bout là, de l'utilisation optimale. Là. Pour l'instant, on essaie des choses, mais c'est quelque chose à dire là-dessus. Oui. Pardon, il y avait une question en ligne là, donc Jacinthe qui demandait, il y a beaucoup de télédétection et de traitement de données de différents capteurs. Est-ce que les programmes actuels de formation dans ton domaine sont bien adaptés à ce genre de réalité à venir? Ah, ben, OK, c'est une question très précise, ça, Jacinthe. Au département des sciences du bois, ben, la forêt, pas vraiment. Là. On a un cours de fondement des sigles là, qui est un peu qui nous apprend à utiliser ArcGIS, puis qui nous apprend c'est quoi une imagerie satellitaire, là, mais c'est tout. C'est entre autres un de mes mandats comme prof. Ben, premièrement, de faire connaître les outils qui existent dès la première année, première session d'andrométrie. Donc, c'est le cours traditionnel d'inventaire forestier. Mais là, maintenant, l'inventaire forestier, c'est pas juste un ruban à mesurer, c'est aussi un lidar, un drone. Tu sais, les étudiants, quand ils sortent et qu'ils vont faire des stages l'été, on leur donne un drone, puis on dit va survoler, puis ramène-moi les images. Tu sais, fait que là, ils sont comme, hein, on n'a jamais vu ça. Pour l'instant, pas vraiment. Puis il y a un autre cours que je vais être appelé à développer dans les 2 prochaines années qui va être probablement quelque chose de télédétection forestière. Là. Fait que ça, j'aurai l'occasion d'en parler justement avec tout le monde dans la faculté pour voir c'est quoi finalement les compétences qu'on devrait développer, puis qui pourrait agir comme personne de ressources là-dedans. Puis je pense qu'il y avait une deuxième question que je n'ai pas répondu à monsieur. Oui, la notion de changement climatique. Ben, malheureusement, on ne peut pas voir dans l'avenir, mais on peut quand même un peu apprendre du passé, puis surtout voir ce qui se passe présentement. Donc, l'idée, c'est
en utilisant ce genre de technologie-là, puis des méthodes de détection des perturbations. Donc, là, dans ce que je vous ai présenté, on utilisait souvent des composites annuels, hein, donc une image par année. Mais de plus en plus, là, on utilise toutes les images disponibles tout au long de l'année. Puis on est capable, à l'intérieur d'une saison de croissance, de détecter, il s'est passé quelque chose dans ce peuplement-là. Pour l'instant, ça nous donne juste une longueur d'avance par rapport à, mettons, une photo aérienne prise à tous les 10 ans ou un inventaire fait à tous les 10 ans. Là, au moins, on le sait presque tout de suite, on le sait dans la même année qu'il s'est passé quelque chose. Puis, on peut tout de suite voir des tendances. Est-ce que les peuplements de telle espèce dans telle région, depuis 10 ans, est-ce qu'ils ont commencé à décliner? Puis c'est peut-être lié au changement climatique. Mais là, pour pousser ça dans le futur, là, je collabore avec le Service canadien des forêts. Puis eux, ils sont intéressés à développer des modèles basés sur, un peu comme on a fait avec les cernes de croissance, mais dans lesquels on rajouterait des données climatiques. Puis là, si on rajoute des données climatiques, là, ensuite, on peut utiliser les scénarios qui existent, les scénarios du GIEC, entre autres, sur l'évolution du climat dans le temps. Puis on pourrait se faire des hypothèses. Donc, si ça évolue dans tel sens, si c'est tel scénario, on risque d'avoir ce type de peuplement-là qui va souffrir. Il y avait, William, tu avais une question donc? Oui, Oui. pour les radars mobiles terrestres. Oui. Et en forêt avec les radars mobiles terrestres. Oui, lidar mobile terrestre. Oui, le lidar mobile, c'est les Géoslam, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une petite poignée comme ça. Ah, oui. C'est sûr, là, on regarde le nuage de points, puis ton arbre, il y a quand même une certaine épaisseur du nuage de points qui l'entoure. Non, il faut se rappeler que la foresterie, hein, on cherche la précision, mais on est sur des superficies énormes, puis il y a tellement déjà d'imprécisions avec les équations qu'on utilise. On relie le volume, on présume qu'un arbre est d'une certaine essence, il a un certain diamètre, il est à la même place que les autres, fait qu'ils vont tous avoir le même volume. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Déjà, d'avoir la forme de l'arbre, même si, il y a une imprécision. Puis, évidemment, si on a un lidar fixe terrestre, là, on augmente. On a une dernière question en ligne de Jacinthe, donc, qui demandait est-ce que les données radar comme RadarSat ont été examinées comme source potentielle dans ce genre de travaux? Oui, j'ai le membre de mon comité externe sur mon comité de doctorat travaille avec ça justement, lui, mais personnellement, je n'ai pas encore travaillé avec RadarSat ou IceSat ou tout ça, mais pour regarder plus des évolutions à large échelle, ça pourrait être vraiment utile. Même JEDI, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le lidar qui est à bord de la Station spatiale internationale. Là, je pense qu'il est rangé pour l'instant, mais ça aussi, ça nous donne une autre source, mais je ne suis pas encore familier avec ça. Je pense qu'il y avait une autre question. Gabriel. Il y a encore Gabriela, il y a une question peut-être? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, justement, c'était justement un lien, un commentaire principalement parce que il y a des missions qui permettent de, par exemple, filtrer en termes de nuages et tout ça. Et les images optiques ont souvent cette espèce de problématique, des fois, là, selon la saison de l'année. Ça pourrait être quand même intéressant des données radar qui te permettent d'avoir des données toute l'année et même peut-être avec une meilleure résolution. Je sais que tu travailles avec des grandes régions, mais ça quand même permet d'avoir une résolution un peu plus fine pour des études ou peut-être des endroits où tu as une forêt mixte aussi. Donc, et il y a des nouvelles missions aussi qui s'en viennent justement avec beaucoup d'applications en forêt. Donc, je trouve que ça pourrait être intéressant, des missions de la NASA. Il y a GEDI aussi, bien sûr, mais il y a aussi des autres missions comme NICER qui a beaucoup d'applications forestières aussi. Oui, merci pour les suggestions. C'est ça, on parle entre autres de. Oui, d'utiliser. En fait, la question, c'était plus une suggestion d'utiliser entre autres d'autres missions, finalement, de satellites en orbite, entre autres radars et autres. Ça peut aider à pallier, entre autres, à des endroits où il y a beaucoup de nuages, par exemple, à certains moments de l'année, qui font en sorte que les données d'imagerie satellitaire sont difficiles à obtenir. C'est ça, je ne suis pas au courant de toutes les missions, mais c'est effectivement un bon point. Puis, je pense qu'on fait juste commencer en foresterie. On est souvent très traditionnel, hein, les bottes, on s'en va en forêt, on mesure des diamètres. Fait que là, tranquillement, on intègre les nouvelles méthodes, nouvelles technologies. Fait qu'il y a beaucoup à faire encore, mais c'est super intéressant.
Bon, bah, merci beaucoup. Là, je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Merci beaucoup pour donc avoir assisté en ligne et puis dans la salle. Et merci donc à Alexandre pour sa présentation. Merci beaucoup. On se retrouvera donc pour un prochain séminaire. Donc on annoncera pour le CRD dans quelques semaines. Et au revoir.